Pour jauger le premier argument, c'est très simple. Regardons comment se comportent les femmes les plus libres au niveau du temps de travail. Les femmes en profession libérale travaillent moins que les hommes. En ce qui concerne les médecins, les hommes pratiquent 5135 actes par an contre 3785 pour les femmes. On peut lire aussi que les femmes médecins ne peuvent subir de discrimination sur le tarif de la consultation. Toute la différence est donc due à une moindre activité, et en moyenne, les femmes médecins s'absentent un jour de plus par semaine que les hommes et réalisent moins d'actes par jour. Quand on regarde les non-salariés plus généralement, et pas seulement les professions libérales ou les médecins, on peut lire ceci. Selon une autre source de l'INSEE, l'enquête emploi, le temps hebdomadaire de travail habituel d'une non-salariée travaillant à temps complet s'élève à 51 heures contre 56 pour les hommes. On peut lire par la suite. La durée du travail des non-salariés pourrait expliquer une partie du différentiel homme-femme. Pour les seuls non-salariés à temps complet, donc uniquement à temps complet, la durée hebdomadaire du travail des hommes est supérieure de 7 à 8% à celle des femmes. Si le nombre de jours travaillés distingue peu les hommes des femmes, à temps complet encore une fois, la durée journalière est discriminante. Les hommes ont une journée de travail de 9h40 contre 8h54 pour les femmes. Donc tout confondu, temps plein et temps partiel, les femmes travaillent moins de jours et parmi les temps complets uniquement, elles travaillent moins par jour travaillé. On peut aussi voir qu'elles prennent plus de vacances. Donc je cite une deuxième fois Cyril Godenou, qui je le rappelle est chercheur à l'INSEE. Le volume de travail hebdomadaire est très élevé pour les femmes non salariées dans l'enquête emploi. 46 heures contre 51 heures dans l'enquête. A l'inverse, le volume de travail hebdomadaire est relativement peu élevé pour les femmes non salariées dans l'enquête emploi, soit 32h03 seulement. On suppose donc que ce paradoxe s'explique par le nombre de semaines de congé. On estime donc que les hommes indépendants ont 3 à 5 semaines de congé, contre 14 à 17 semaines pour les femmes indépendantes, ce qui paraît très étonnant sans pour autant être complètement impossible. Tout ceci est cohérent avec le sondage que j'avais montré dans ma précédente vidéo. Les femmes veulent davantage de vacances, quitte à être moins bien payées. Et du coup, quand elles sont non salariées, et que donc elles ont plus de liberté, on voit qu'elles le font plus facilement. Donc quand on voit ces femmes qui ont le choix, on voit qu'elles travaillent moins de jours par semaine, moins d'heures par jour et moins de semaines par an. Alors on m'a dit qu'il pouvait s'agir des patrons de cabinets sexistes qui empêchaient les femmes médecins ou avocates de progresser. Sauf que justement, là on parle pas de ces femmes-là. Donc cet argument c'est juste hors sujet, on ne parle pas de ces femmes-là. Ensuite, il est intéressant de comparer avec les femmes cadres sans enfants. Les cadres seuls et sans enfants ne présentent pas de différence homme-femme du taux horaire, 1% de différence seulement, donc c'est clairement pas significatif. Les femmes seules et sans enfants gagnent autant que les hommes. Ceci valide encore plus l'hypothèse que les femmes font un choix conscient et assumé, et non soumis. Si elles étaient réellement soumises au patriarcat, elles se soumettraient aussi à leur patron quand elles n'ont pas d'enfants, et elles ne négocieraient pas. Et on voit que quand elles n'ont pas de soutien financier, à savoir un conjoint, eh bien elles négocient beaucoup plus facilement, parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas compter sur quelqu'un d'autre tout simplement. Donc elles négocient leur salaire, et elles ont un salaire équivalent à celui des hommes. A l'inverse d'ailleurs, les hommes ont de meilleurs salaires s'ils sont en couple. Ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'il y a une répartition des tâches, c'est le taux horaire uniquement. Alors il s'agit uniquement du taux horaire, il faudrait aussi regarder le volume horaire des femmes cadres sans enfants, ce serait intéressant, mais l'étude n'en parle pas, c'est dommage. Alors, et si on me rétorque que cette répartition des tâches est sexiste, je dirais que oui, mais si on me répond que ça opprime les femmes, je dirais que c'est l'inverse. En effet, tout ceci ne fait que montrer les choix réels des femmes. Intéressons-nous au temps partiel un instant. Il existe une partie des temps partiels qui sont subis. Ils sont minoritaires bien que significatifs, mais je ne vais pas m'intéresser à eux étant donné qu'ils existent pour des raisons économiques et non patriarcales. Je pense que là-dessus on est tous d'accord, féministes compris. En revanche, c'est sur les temps partiels qualifiés de choisis. Les féministes s'attardent plutôt sur cela. Le fait est que les féministes n'accordent pas de crédit à ce terme-là de temps partiel choisi, et estiment que ce serait en fait le symptôme de l'oppression des femmes. Les femmes prennent un temps plein choisi quand elles ont des enfants, et que leur conjoint gagne plus qu'elles. Ce sont les deux principaux déterminants du temps partiel chez les femmes. Alors je suis désolé encore une fois, mais c'est tout à fait normal de s'organiser de la sorte, et c'est bien mieux ainsi pour le foyer. C'est ridicule de voir une oppression quand c'est en fait une optimisation des ressources. Logiquement, on voit que les femmes ayant des revenus conséquents prennent moins souvent des temps partiels. On voit la même chose en Australie par exemple. C'est juste que la femme, quoi qu'il arrive, est obligée de s'arrêter au moins quelques mois à cause de la grossesse, sans même parler du congé maternité, juste de la grossesse. Donc forcément, si on veut s'assurer que l'enfant aura à manger dans sa gamelle, il faut faire en sorte que l'un des deux parents qui ne s'arrête pas de travailler gagne le plus possible. Et le meilleur choix pour ça, c'est que ce soit l'homme qui continue de travailler. Et par conséquent, si l'homme peut subvenir aux besoins de la famille avec ses revenus, eh bien la femme peut passer à temps partiel. Généralement, les femmes continuent de travailler parce qu'elles ne veulent pas être femmes au foyer et qu'elles veulent continuer à avoir une activité. Donc ça montre que c'est réellement un choix. C'est pas une soumission dans le sens elles vont rester au foyer parce que ce sont les traditions, que la femme reste au foyer faire à manger, s'occuper des enfants. C'est pas ça. C'est juste que, par exemple, la majorité des temps partiels de ces femmes-là, ce sont en fait des femmes qui travaillent 4 jours par semaine mais qui prennent leur mercredi. C'est ça la majorité des temps partiels de ces femmes-là.
C'est juste qu'elles continuent leur métier, elles prennent simplement leur jour de repos le mercredi pour s'occuper de leurs enfants. Que voit-on au préalable de ça? On voit que le travail, le métier, est une source moindre de bonheur pour les femmes. Les femmes au foyer le sont par choix, elles n'évoquent pas le travail comme une source de bonheur, aussi souvent que les hommes. Et plus largement, hommes comme femmes, on voit qu'il y a une volonté de plus de temps libre. Je cite, la moitié des personnes aimeraient consacrer plus de temps aux loisirs si elles pouvaient changer quelque chose à la journée décrite. 60% des personnes qui travaillent souhaiteraient en avoir plus de temps libre. Le constat est identique pour le temps passé avec sa famille. Tout le monde aimerait passer plus de temps avec sa famille. Alors quand les femmes prennent ce temps partiel, c'est vraiment parce qu'elles le veulent, tout simplement. Les hommes aussi aimeraient plus de temps libre et en famille. Donc on m'explique en quoi c'est une oppression des femmes. Tout le monde veut moins travailler, mais seules les femmes y arrivent, visiblement. Et la conclusion des féministes serait de dire que ce sont elles qui l'ont mauvaise. C'est réellement un choix et non une soumission. Et si oppression il y a, elle s'exerce ou de manière économique ou chez les pères. Autre caractéristique intéressante, on voit que l'intérêt pour le travail décline avec l'âge chez les femmes. Et en parallèle, que voit-on? Que le nombre de temps partiel augmente avec l'âge pour les femmes. C'est un choix, tout simplement. En plus de travailler moins, elles négocient moins leur salaire. Mais encore une fois, outre les raisons abordées précédemment, ce n'est ni de la soumission ni de la timidité. C'est juste qu'elles sont plus facilement satisfaites de leur salaire. Donc je cite cette étude. Lorsqu'on demande aux femmes si elles sont satisfaites de leur salaire, compte tenu du travail qu'elles fournissent, leur réponse diffère à peine de celle des hommes. Elles se disent même un peu plus souvent normalement payées que mal ou très mal payées. Le parallélisme des profils est même impressionnant, comme si les femmes avaient entièrement intériorisé et accepté les inégalités de salaire agissant à leur encontre. À salaire inégal, satisfaction égale. Sauf que ça, c'est clairement l'expression d'un biais idéologique énorme. Dans la vraie vie, les femmes n'ont rien à intérioriser du tout. Elles ne comparent tout simplement pas leur salaire à celui de leurs homologues masculins. Elles sont prêtes à travailler moins ou moins cher pour plus de commodité. Face à une charge de travail supplémentaire, par exemple, les hommes vont exiger d'être mieux payés. Les femmes, non. Elles vont plutôt exiger davantage de pauses et de vacances. Elles accordent d'ailleurs une importance au droit d'aller aux toilettes, par exemple, donc d'avoir plus de pauses. Les femmes font des métiers qui leur plaisent davantage, donc elles ont moins besoin de compenser avec des revenus élevés. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec une oppression. On voit aussi qu'elles seraient plus facilement satisfaites de peu. Je cite encore une fois la même étude. Contrairement aux hommes, les femmes s'attendent à une variation du salaire en fonction du diplôme moins grande qu'elle ne l'est réellement. En effet, les femmes diplômées du supérieur semblent particulièrement satisfaites par le montant de leur rémunération, leur satisfaction étant significativement plus forte que celle des femmes sans diplôme ou n'ayant que le certificat d'études. L'hypothèse explicative présentée est celle-ci. Le salaire à partir duquel les femmes diplômées évalueraient leur salaire ne serait pas celui que percevraient leurs homologues masculins à diplôme égal, mais celui des femmes non diplômées. Ce que tu dis n'a aucun sens. D'où cette explosion des satisfactions. Sauf que c'est pas cohérent avec le comportement des femmes indépendantes. Les femmes sont satisfaites de moins, à la fois en termes de travail que de revenus. Les femmes indépendantes aussi travaillent moins, moins longtemps et gagnent moins par heure. Ils essaient de trouver des différences partout, mais refusent d'envisager l'hypothèse pourtant la plus basique qui soit, à savoir que les femmes ne souhaitent tout simplement pas gagner autant que les hommes. Ce n'est pas un souhait idiot comme le rétorquent certains. On peut aussi nuancer ceci quand on voit que ça dépend des attentes familiales. Les mères seules sont plus exigeantes. En gros, c'est en partie dû aux responsabilités familiales, et les féministes vont répondre que c'est sexiste envers les femmes. Sauf qu'on voit bien que les femmes ne veulent pas autant de responsabilités ou de pression que les hommes. Donc ce n'est en aucun cas sexiste, c'est un choix. Autre citation intéressante. Moins concernées par le montant de leur rémunération, les traces matérielles qu'elles laisseraient, ou par la prolongation de leurs actions par l'intermédiaire de leurs enfants, elles le sont davantage par les aspects quotidiens de l'activité professionnelle qu'elles vivent sur un mode personnel. Plus sensibles au stress ou plus habituées à l'exprimer, elles prennent davantage en compte l'intérêt immédiat du contenu de leur travail et l'attention qui leur est portée en tant que personne. Les femmes sont tout simplement moins tournées vers l'argent quand il s'agit de leur métier. Alors j'étais assez content de voir que cette étude a validé une impression que j'avais aussi. Cette étude émet l'hypothèse que le fait de parler autant de l'écart des salaires, du fait que les femmes sont opprimées et tout, est en partie responsable de la moindre ambition des femmes. Les femmes s'attendent tellement à être discriminées que quand elles se rendent compte qu'elles ne le sont pas, elles ont l'impression en fait d'être privilégiées. C'est le féminisme qui amoindrit les attentes des femmes, en parlant tout le temps et constamment de leur supposée oppression. Et quand elles se rendent compte qu'elles ne le sont pas, qu'elles ne sont pas opprimées, elles doivent se dire qu'elles ont vachement de chance et du coup elles peuvent s'estimer heureuses avec ce qu'elles ont et donc ne sont pas plus ambitieuses que ça. En vrai, je trouve ça ouf à quel point une étude peut parvenir à une conclusion qu'elle réfute elle-même. Donc globalement, les femmes semblent être légèrement plus satisfaites que les hommes de leur métier. Et même si tout le monde aimerait avoir davantage de temps libre et de temps consacré à la famille, seul ce souhait est exaucé chez les femmes. S'il y a oppression, elle concerne les pères de famille. D'autant plus qu'en parallèle, les préjudices importants concernent des hommes, les morts et les blessures au travail notamment. Donc l'oppression psychologique et physique concerne les hommes en premier lieu.
Quand on prend un peu de recul, on voit qu'il n'y a pas de discrimination des femmes salariées, mais qu'au contraire, celles au SMIC sont avantagées, comme je disais dans ma première vidéo, par rapport aux hommes dans les mêmes conditions. On voit ensuite que les femmes travaillent moins longtemps et prennent plus de vacances, et que plus elles en ont la possibilité, plus elles le font. On voit que les différences de comportement viennent de femmes ayant des enfants, mais on voit que c'est en fait une optimisation des ressources dans beaucoup des cas, qu'elles le vivent très bien, et que c'est en accord avec ce qu'elles disent vouloir au préalable. Elles disent même qu'elles aimeraient passer davantage de temps avec leur famille, ou tout simplement avoir plus de temps libre. C'est aussi le cas des hommes, à la différence que eux ne peuvent pas se le permettre, autant que les femmes. Jusqu'à présent, on voit donc qu'il n'y a aucune discrimination envers les femmes.